Moi, c'est drôle parce que j'ai eu un moment où 2023, je crois, j'étais très strict sur l'entraînement. Fin 2023, etc. Je suis arrivé 2024 là, depuis 6 mois là, c'est un peu le sbeul. Hein. Je grimpe tout le temps à fond, je me fais des PR après mes séances d'escalade. Ensuite là, je suis un peu blessé, je fais que de la force. Mon cycle de force, j'ai complètement niqué, j'ai fait trop de volume. Bah après, ça fait du bien des fois de s'entraîner sans trop focus et tu sais, genre tant que tu te blesses pas en vrai. C'est cool parce que t'as ce truc là où t'es un peu motivé tout le temps. Ouais. Moi je trouve que tu retrouves un peu cette âme d'enfant, tu sais, où tu viens à la salle juste pour te faire kiffer et pas trop te prendre la tête à dire ok là je vais faire du volume et si tu sens que t'as envie de faire du max aujourd'hui, tu te sens en forme, bah tu vas quand même faire du max. Ouais, t'as raison, c'est quand même aussi le cœur de ce pourquoi on fait ça quoi. Clairement. Mais d'ailleurs moi tu sais que c'est un truc de fou parce que je pense que c'est lié à ma génétique et voilà on a toutes des différences mais moi quand je m'entraîne, quand je fais mes cycles de force, vraiment ma force descend très vite dans le cycle. Okay. Et par contre après si je me repose 3 semaines, c'est-à-dire qu'après du coup je me mets à faire du volume, c'est-à-dire que je vais charger à 30 kg mais faire des séries de entre 12 et 16 reps par exemple à 30 kg traction tu vois. Ouais, un peu en mode endurance de force et mais t'as des bons résultats comme ça. On est à fond dans un truc même de muscu, même plus que muscu parce que les mecs de muscu ils font direct, moi je suis en mode 16 reps tu vois, parce que je peux plus faire de charger plus lourd que 30 kg. Par contre après je m'arrête et là j'ai doublé mes tractions à 50 kg tu vois. Ah mais ça fait sens hein. Je sais pas si c'est normal, tu vois. Bah en vrai ça dépend surtout de ta typologie musculaire. Genre ça se trouve là tu fais une biopsie, tu vas voir que tu as beaucoup de fibres, je sais pas, genre 2B, tu vois, qui sont genre un peu les fibres de l'endurance de force et pas beaucoup de fibres 2X qui sont genre les fibres de l'explosivité. Je pense que c'est ça. Et c'est lié à ça aussi et il y a des gens qui fonctionnent mieux avec certains schémas de reps, tu vois, notamment tu vois si tu cherchais à faire juste de l'hypertrophie, bah tu vois par exemple les épaules. C'est un muscle qui réagit bien aux séries assez longues et en général les mecs de la muscu ça ils l'ont assez mal compris et du coup tu sais pas, tu sais, ils vont faire des élévations latérales super lourdes genre sur 10 reps alors que faire des séries genre de 30-40 reps avec un poids plus léger, bah en fait tu aurais des meilleurs gains en hypertrophie par exemple. D'accord. Mais en vrai du coup si ça te va, on fait la transition sur le mental parce qu'en vrai c'est un gros pilier du coup de la performance. Enfin en vrai je vais d'abord te poser la question. Selon toi, c'est quoi vraiment tes piliers de la performance? Du coup, là, je parle vraiment de performance en grimpe urbaine. Et c'est quoi vraiment, tu te dis, voilà, ces 2 ou 3 trucs-là, c'est vraiment des piliers. S'il n'y a pas ça dans ma vie, dans mon entraînement, dans mon truc, je peux pas performer en grimpe urbaine. Et après, du coup, je pense que ça fera la transition sur le mental qui, je pense, est hyper important. Et tu me détailleras un peu plus ça. Ok, alors intéressant. Donc, les piliers sans quoi je pourrais pas faire ce que je fais en gros. Ouais, c'est ça, tu vois. Moi, souvent, dans les podcasts, je vais dire les piliers de la perf, c'est la nutrition, le sommeil, etc. Tu vois. Mais ça peut être des trucs aussi très personnels où tu te dis, ok, un pilier, c'est, je sais pas, mon cercle familial. Genre, si j'ai pas ma famille qui me soutient, bah, ça va pas marcher, tu vois. C'est très individuel, le terme de pilier, tu vois. Ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois. Ok, donc je vais te résumer en gros les choses qui me permettent de performer. Ouais, c'est ça. En grimpe urbaine. C'est vraiment ça. En solo. Déjà, le plus important, c'est les capacités. C'est-à-dire que sans mon niveau d'escalade, sans mes capacités, sans mes compétences, je ne peux pas grimper. Que ce soit l'endurance, basse intensité, résistance continue, capacité de récupération, enfin bon. Là, c'est ton domaine, tu vois. Sans toutes ces choses-là, dont la plus grande partie, je ne saurais pas les nommer, mais toi, tu les nommes sûrement, comme la force critique, voilà, tu vois. Typiquement, c'est un concept que j'avais réfléchi à ça, je me suis dit, est-ce que ça existe? Et en fait, oui, c'est un concept qui existe, mais bon, j'avais pas mis de mots dessus et je sais pas, d'ailleurs, je sais pas comment le travailler et je ne sais toujours pas comment le travailler. C'est pour ça que, encore une fois, l'intérêt de prendre un coach, voilà. Pasek X Lando coaching, ça arrivera. T'inquiète, restez branché. Restez branché, ça arrivera. Mais ok, donc du coup vraiment là tu parles de stats physiques. Voilà, c'est ça. Tes capacités physiques. Alors physique, oui, au sens large, au sens aussi de la technique. Oui. Tu vois. Donc ça c'est le premier pilier. Alors on le dit de manière générale, on parle pas pour un building. Non, vraiment de manière générale, tu vois, où tu te dis, voilà, ça c'est hyper important pour la perf de manière générale. Et donc ça c'est donc mon niveau d'escalade de manière générale, donc mes stats, mes perfs, mais aussi la connaissance du building, genre je suis prêt à grimper ça. C'est-à-dire que j'ai analysé le repos, j'ai analysé le truc, je suis prêt, je peux me lancer. Donc ça on va dire tout ce qui est l'ordre des compétences. Mais c'est au sens très large du coup. Ça, tu vois, du coup en grimpe pure, on appellerait ça la tactique. Genre comment tu vas aborder tel ou tel bloc ou telle voie. Donc en gros, si je résume, déjà les 2 premiers points, capacité physique, tactique, comment tu vas aborder le truc, je sais pas quel nombre de reps tu vas faire, quelle position tu vas utiliser, les techniques de grimpe. Ok, hyper le fait d'être prêt, c'est-à-dire que déjà le fait d'être bon en grimpe, tu vois, et le fait d'être prêt pour ce challenge-là. Donc tout ce qui relève de l'ordre du pratico-pratique quoi. Je dis est-ce que je peux pour grimper ça, il faut que je sois capable de le grimper. C'est tout bête mais en vrai oui déjà faut que je sois sûr que je suis capable. Et ça c'est l'entraînement que je fais au quotidien depuis des années,
la connaissance que j'ai d'un building en particulier, etc. J'imagine que tu vas faire du repérage aussi avant pour savoir. Parfois oui, parfois non. Il n'y a pas de règle parce que là on reste général, c'est en gros tout ce qui est pratico-pratique que je puisse le grimper. Donc ça englobe évidemment tout ce qui est compétences et capacité physique. Okay. Ensuite, il va y avoir ma vie perso. Effectivement, il faut que ma vie perso faut que j'ai suffisamment d'espace dans ma tête pour penser à un moment où je vais risquer ma vie. Et parce que en fait, quand tu risques ta vie, consciemment, en fait, ça prend toute la place dans ta tête. Okay. Ça prend toute la place dans ta tête et tu peux penser à rien d'autre. Et enfin rien d'autre. 2-3 petits trucs du quotidien, tu vois, mais ça te prend j'ai vraiment. Bien sorti la poubelle. Non, mais tu vois, évidemment, si ça, en fait, je veux dire, ça devient ton fil conducteur de ta vie. Et du coup, tu peux pas avoir une grosse urgence où tu dois dévier de ce fil conducteur. Okay, j'en sais rien, ça peut être un proche qui est malade, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être plein de choses. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que tu aies un fil conducteur qui soit ça, parce que si c'est pas ça ton fil conducteur, tu vas risquer ta vie, ton mental te force à penser qu'à ça. Ouais, donc si tu commences à penser à autre chose, tu penses plus à ça et du coup tu le fais plus. Ouais, t'es plus focus à fond. Donc sur il y a le moment où dans ta vie, il faut que tu sois comme on dit, bien dans tes baskets et que tu aies de la place, stable émotionnellement, faut que tu aies de la place pour ça, quoi. Okay. Après, moi je dis tout ça, c'est pour moi. Ouais, c'est très personnel en tout cas. Là, c'est vraiment une interview très personnelle, tu vois. C'est pas des conseils pour les gens en général. Oui, c'est ça. Ouais, si c'était des conseils, je donnerais pas de conseils pour faire du solo, mais. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà. Et de toute façon, on le redit, mais le solo, ça reste une discipline qui est quand même hyper dangereuse. Peut-être là je parle en mon nom, mais je pense que tu recommandes pas aux gens d'en faire. Après de toute façon je pense que je mettrai un disclaimer sur l'épisode ou quoi. Ne faites pas ça chez vous, c'est très dangereux. Mais c'est toujours intéressant, tu vois, de savoir un peu le derrière de tout ça, le backstage comme on dit, tu vois, ou qu'est-ce qui se passe un peu en termes de piliers, de mental et tout. Donc ok, donc vraiment, là du coup tu as dit 3 piliers, donc capacité physique, tout ce qui est tactique, comment tu abordes la grimpe en question, et après du coup un peu le cadre de vie, j'ai envie de dire. Cadre de vie, voilà, stabilité de vie, on va dire ça de manière générale. Après moi la tactique, je la mets dans tout ce qui est physique, enfin dire, tu sais, j'englobe tactique et performance physique, etc. Okay. Juste globalement sur la capacité de grimper quelque chose. Okay. Voilà, de manière générale. Donc la capacité, la stabilité dans la vie, et aussi on peut mettre tout ce qui est mental, psychologique, c'est est-ce que vraiment tu veux faire ça? La volonté, est-ce que tu es fait pour faire ça? Est-ce que tu as besoin de faire ça dans ta vie? Pourquoi Et si tu as besoin de faire ça, pourquoi tu as besoin de faire ça? Ce sera le sujet, on en parlera plus tard, tu vois, mais pourquoi tu fais ça, tu vois, pourquoi et se dire vraiment, ok, je veux le faire pour les bonnes raisons, et c'est un truc qui vient de fond de moi, et donc le troisième pilier, ce serait la volonté. Ce serait vraiment, je veux faire ça suffisamment pour être capable de mettre ma vie en jeu. Et sinon, je dirais aussi les moyens financiers pour des éventuelles amendes, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on n'en a pas du tout parlé de comment tu gagnes ta vie. Est-ce que tu as déjà eu justement des amendes, des problèmes liés à la grimpe urbaine? Parce que on voit des fois les images en mode t'arrives en haut et après tu finis en garde à vue et on sait pas trop ce qui se passe après. En fait, pour les amendes, je pense plus aux autres pays que la France. Ok. Voilà. Sinon, pour résumer globalement sur toutes tes questions, j'ai des bonnes années, j'ai des mauvaises années. Tu vois, mes premières années, j'étais à 400 € par mois. Mais du coup, c'est quoi ta source de revenus? C'est quoi? C'est genre les sponsors? C'était ça, c'est 400 € par mois, et j'avais ma mère qui me donnait 150 € par mois en plus, et mon loyer était à 400 €. Autant te dire que pendant 2 ans, j'ai mangé des boîtes de thon avec des soupes à 10 centimes. Ouais. Donc là, les micronutriments, c'était pas... Non, je faisais le marché une fois par semaine, donc je pétais le budget pour m'acheter tout ce qui était foie de veau, pour quand même avoir le minimum, quoi, mais... Voilà, surtout que le foie de veau c'est pas cher. C'est pour ça que j'ai commencé à manger du foie de veau aussi. C'est pas cher. Et c'est pour ça que j'ai commencé à manger du foie de veau aussi, c'est parce qu'à l'époque j'avais pas d'argent et je devais trouver une source de nourriture très nutritive. Ouais. Le foie de veau, c'est là, tu te prends une tranche, bam, déjà tu as beaucoup de nutriments très importants, où tu en manges une tranche par semaine, déjà tu as tes nutriments pour la semaine. Ce que j'allais dire, souvent c'est entre 100 et 200 grammes par semaine qu'on conseille. Déjà c'est pas mal, quoi, c'est pas dégueu. Et t'as pas tout non plus, mais c'est déjà intéressant, quoi, c'était pas mal. Mais du coup, donc niveau argent, ça dépend des années, voilà. Ça dépend des années. Cette année, c'était mieux qu'il y a 2 ans, mais c'était beaucoup moins bien que l'année dernière, par exemple. Après, tu vois, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails financiers. Oui, quoi, mais en fait, la question c'était plus genre, c'est quoi en gros ta source de revenus? C'est quoi? C'est la médiatisation? En fait, c'est ça, c'est que la source de revenus, il n'y a pas vraiment de source stable. Genre, on va dire globalement, pour l'instant, j'ai gagné le plus d'argent avec tout ce qui est cascade. Okay. Avec la cascade que j'ai fait pour une grande marque d'horlogerie, dont j'ai pas le droit de citer le nom malheureusement. Okay. Mais bon, si vous allez sur Instagram, normalement vous trouverez. Enfin, si vous tapez mon nom avec genre je sais pas Dubaï ou normalement vous aurez des trucs, quoi. Mais
très bizarre, hein. J'ai pas le droit de moi de prononcer le truc en vidéo. Intéressant. Mais donc j'ai fait une cascade, j'ai fait la grimpe du Burj Khalifa aussi, encordée. Et ça, pareil, voilà, c'est le truc qui, généralement la cascade, c'est ce qui paye le mieux en fait. Okay. Parce que t'es payé pour ça parce que c'est une sorte de prestation. Voilà, c'est une prestation, mais tu dis, on paye ce mec-là. C'est pas une cascade qui est remplaçable par quelqu'un d'autre. Juste que ce que je fais est plutôt, pas beaucoup de gens le font. Oui, c'est ça. Tu peux mettre le tarif là où tout ce qui va être placement de produits, tout ça, là j'ai un profil qui est moins intéressant pour tout ce qui est sponsoring. Du côté que c'est une activité un peu borderline. La fameuse marque qui donne des ailes par exemple, je suis pas vraiment leur cœur de cible. Tu vois, c'est trop dangereux ce que je fais, enfin c'est pas. En fait, il y a ce flou où même si tu as beaucoup de visibilité, les marques n'ont pas forcément envie de se mouiller et de se dire je veux collaborer avec ça parce que c'est border légal ou quoi. Et parce que c'est aussi, on oublie ce truc là en fait, mais peut-être à t'étonner, mais c'est aussi le côté non conventionnel. Oui. Et en fait, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. En fait, il y a beaucoup de marques qui vont dire mais ton truc c'est quoi? Ça n'existe pas, c'est pas un vrai sport, il n'y a pas de fédération, blablabla. Et ça, c'est le cas pour une marque d'énergie drink par exemple c'est surtout pour ça. C'est parce qu'en fait, ils sont en mode mais il n'y a pas de fédération. Faut qu'il y ait des compétitions, il n'y a pas de compétition. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que ça n'existe pas quoi. Ce que je fais n'existe pas, donc voilà. Donc moi j'existe et mon sport n'existe pas. Donc, c'est ça. Et en fait, quand ton sport n'existe pas, c'est compliqué de trouver des marques qui veulent sponsoriser. Parce qu'une marque, en fait, on pense souvent qu'elle veut sponsoriser un mec, mais elle veut pas sponsoriser un mec, elle veut sponsoriser un sport. Et donc, en fait, quand tu fais un sport qui n'existe pas, t'as aucune marque qui ne cherche à te sponsoriser. Ou alors ça va être des trucs de niche ou parce que t'as du réseau. Ou c'est des petits trucs, voilà, en gros, tu gagnes pas ta vie avec ça, quoi. Mais bon, de toute façon, même dans l'escalade, l'escalade d'ailleurs, c'est un truc, c'est peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est vraiment, il y a un gros problème dans l'escalade avec l'argent. C'est vraiment n'importe quoi. Il y a plein de grimpeurs qui font des trucs gratuitement. Je dirais pas, t'inquiète, je dirais pas non, pas de problème, t'auras pas avec eux. Mais il y a des gens qui font des trucs gratuits, genre ils se tuent à la tâche. Genre les bénévoles dans des clubs, des coachs, des mecs qui font des placements de produits gratuits. Tu fais pas ça, tu font du sponsoring gratuit. Et parfois même pas contre parfois même pas contre matos. T'es juste, excuse-moi, tu peux me rendre un service, tu peux grimper avec mon t-shirt. Allez, ça marche. Mais non, mais le problème c'est que qu'est-ce qui se passe? Tous les gens font ça, donc ça fait baisser le prix du marché. Parce que les marques d'escalade, elles savent très très bien qu'elles peuvent demander n'importe quoi gratuitement. Les grimpeurs le feront. Parce que même sponsoriser des athlètes juste avec des chaussons ou des trucs comme parce ça. Parce qu'il y en a trop qui disent ok ça me va. Et vu que les gens disent ok ça me va, il n'y a pas de compétition. C'est ça, il n'y a pas de moyen pour les marques de se dire j'ai aucun intérêt à payer quelqu'un plus cher alors que nous si tu baisses tes prix à 100 € à la place de 5000, tu fais baisser tout le marché avec. C'est ça. Et il y a un autre problème aussi, bon là c'est pas on va dire, là je disais la faute sur les grimpeurs, mais bon c'est quand même aussi les marques qui, tu prends certaines marques qui font d'escalade mais qui font autre chose, elles vont payer des athlètes très cher pour du running et puis dès que c'est l'escalade, là on veut bien te filer un t-shirt, tu vois. C'est ça. Voilà. Après j'ai l'impression que ça évolue dans le sens positif, mais que c'est quand même très très lent et très. Enfin, genre des athlètes français qui en vivent juste de leurs compétences d'athlète, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Ou alors c'est du réseau. Il n'y en a pas, à part le circuit olympique, je pense pas qu'il y en ait honnêtement. À part aussi peut-être Adam Ondra. Il y a quelques athlètes quand même. Je sais pas s'il y avait des sponsors à Damondra, parce que tu sais, il a lancé sa chaîne YouTube, il lance ses trucs. C'est dramatique. Genre, tu vois des mecs même comme Magnus Midbo, genre au final, sa source de revenu principale, c'est devenu genre YouTube, ses investissements, machin truc. Bien sûr, des gens qui vivent vraiment bien en mode, ils se disent là, je suis Gucci grâce à l'escalade. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Franchement, c'est n'importe quoi. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est pas de votre faute les grimpeurs. C'est les marques qui payent pas. Mais par contre, vous êtes les seuls à avoir les clés en main pour que ça change. C'est pas de votre faute, mais c'est vous qui avez le levier d'action en main. En fait. Le problème, c'est que tu as aussi cette échelle où quand tu es athlète, tu te dis si je dis non à cette marque, un autre athlète va dire oui et moi je vais me faire niquer. Et c'est exactement ce que le truc, c'est que du coup, tant qu'on reste dans ça, les marques vont continuer de baisser leur prix. C'est ça. Donc le truc, c'est que. Alors que les prix des chaussons ils augmentent. Genre quand tu es à 180 balles les chaussons, tu es là en mode. Quand même. C'est ça en fait, faut savoir dire non parce que le problème c'est que franchement, je te jure, c'est un sport, il n'y a que dans ce sport où c'est comme ça. Il n'y a que dans ce sport. Il y a beaucoup d'athlètes et tout. Même dans le tennis de table, c'est pas comme ça. Même dans des sports que personne ne regarde, c'est pas comme ça. Après, il y a un autre problème avec l'escalade, et ça c'est la faute de personne, c'est que le sport est comme ça. C'est que c'est un sport qui, contrairement par exemple à la boxe ou au MMA, il y a beaucoup de pratiquants, mais peu de gens qui regardent. Peu de gens qui soutiennent. Regarde le MMA.
il y a, je dis n'importe quoi, c'est les chiffres sortis de mon chapeau. Je peux pas te tromper d'un facteur 10. Il y a peu de pratiquants genre licenciés en club, mais il y a beaucoup de spectateurs. Il y a un pratiquant pour 10 fans. En plus, dans les moments, les mecs sont fans. Tu vois. Dans l'escalade, c'est l'inverse. Il y a 10 pratiquants pour un fan. Et le problème, c'est que du coup, forcément, il y a beaucoup de gens et peu d'argent. Donc, l'argent est dilué. Là où dans certains sports, il y a beaucoup d'argent parce que ça brasse énormément, comme la boxe qui brasse des millions et des millions. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de gens à payer. Voilà, donc forcément, il y a ce problème-là aussi dans l'escalade. Et ça changera si l'escalade devient un truc un peu plus... regarder, qu'il faut que ça devienne un show. Mais je pense que ça devient show, ça a quand même pas mal aidé, tu vois. Les JO et puis les grippes aussi, etc. Le jour où ça devient un show, c'est bon, ça va se rétablir un peu. Mais encore une fois, il faut pas faire les trucs gratuitement. Parce que sinon, en fait, y a tout le marché qui s'effondre. Non, mais clairement. Et ouais, c'est hyper intéressant de parler de ça. Et en vrai, c'était une grosse parenthèse, mais ça revenait du coup sur les piliers. Et après, du coup, par rapport à ces piliers, tu as parlé du coup du mental. C'est un énorme pilier. Je vais relire la question pour être sûr de la question parce que j'avais une question précise sur le mental. La question c'était... Oui, c'est ça. En gros, la question c'était l'importance du mental au quotidien pour ta performance et comment tu le travailles en gros. Comment tu travailles ton mental. Tu sais, on dit souvent, il y a la prépa physique, il y a la prépa mentale, il y a la prépa tactique. C'est quoi en gros toi ta prépa mentale, tu vois, si je peux simplifier la question Alors, j'ai pas de prépa mentale. La question est très simplifiée. Par contre, ce qui me permet de faire ce que je fais, c'est mon caractère. Après, tu vois, ne pas avoir de prépa mentale, ça veut dire que peut-être tu sais pas que c'est codifié. Enfin, tu sais, par exemple, moi je dis je fais pas de yoga. Mais en fait, dans mes routines de mobilité, je fais des mouvements qui sont issus du yoga, tu vois. Mais je le sais pas parce que j'ai jamais fait de yoga. Ça se trouve, tu fais un peu la même chose sur la prépa mentale. Et c'est ça, tu vois, en gros, la question, c'est quoi en gros pour toi le truc le plus important à faire pour tout ce qui est mental, le pourquoi. Justement, tu parlais du pourquoi, éventuellement ton pourquoi. Et ça va être hyper intéressant. En fait, c'est ça, ma prépa mentale, c'est mon introspection. Ok. Pour donner 5-6 ans d'introspection on va essayer de faire moins d'une minute. Je suis quelqu'un de très anxieux au quotidien. L'anxiété, c'est quoi? À la base, c'est un processus évolutif qui consiste à créer une capacité chez un être humain à anticiper un danger avant qu'il n'arrive. Aujourd'hui, on ne peut plus anticiper de danger. Ou pire, si on anticipe un danger, on ne peut pas le prévoir. Non, on peut l'anticiper, on peut le prévoir. Tu parles dans la vie en général là, mais on ne peut rien y faire. Je veux dire, un cancer, tu peux anticiper d'avoir un cancer. Tu peux dire, ok, demain je peux. C'est-à-dire que tu peux te prévoir, te projeter, mais qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas avoir de cancer, à part juste manger mieux ou arrêter de fumer. Ça peut être aléatoire aussi. L'accident de voiture, tu peux conduire aussi bien que tu veux. Il y a tu peux un fou qui grille le stop. Tu peux être anxieux autant que tu veux d'un accident de voiture. C'est pas ça qui va t'empêcher d'en avoir un. Même pire, l'anxiété peut te pousser à en avoir un. Donc aujourd'hui, l'anxiété, avant, il y avait une raison évolutive. Sur ce, on ne serait pas anxieux s'il n'y avait pas une raison évolutive derrière. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'anxiété n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Donc, vu qu'elle se fait chier, elle se transmet sur d'autres choses. Moi, je suis très anxieux. Mon cerveau passe son temps à chercher des choses, soit pour me rendre anxieux, soit pour me faire mal. Tu vois. Il passe son temps à scanner des dangers invisibles qui n'existent pas. Et ça, c'est très chiant. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est des dangers où j'ai aucun levier d'action sur la réalisation ou non de ce danger. Tu as un exemple un peu précis en tête pour illustrer Accident de voiture, qu'on fasse du mal à mes proches, que tu vois. Ok, ça peut être vraiment des pensées comme ça. C'est de manière générale, en fait, je suis constamment, mon cerveau n'est jamais en repos. Mon cerveau n'est jamais en repos et je suis jamais dans l'instant présent. Je suis tout le temps en train de scanner ce qui peut se passer, etc. Et je suis tout le temps, j'overthink beaucoup. C'est en anglais, overthink. Je suis typiquement dans ce truc-là et je suis jamais dans l'instant présent. Et honnêtement, c'est un poids. Non, mais je vois très bien. C'est un poids. Et quand j'étais petit, c'était vraiment chaud. Genre, j'allais chez le psychiatre, tu vois. C'était vraiment un truc. Et en fait. C'était un handicap dans ta vie, vraiment. Ça l'était clairement, et aujourd'hui, ça l'est encore. Par moment, ça l'est vraiment, ça me paralyse, tu vois. Et c'est vraiment très chiant parce que t'étais là, tu veux vivre en fait, et en fait, non, t'es là, t'es ramé dans un truc. Et c'est très dur pour moi, du coup, dans l'instant présent. Et en fait, l'escalade urbaine, c'est le seul moment de ma vie où je suis à 100% dans l'instant présent. Si j'arrive à gérer le truc. Focus sur le truc et tu penses à rien d'autre. Exactement. Et je suis concentré uniquement sur ce que je ressens. Et quand je parle de ressent, je parle pas d'émotion parce que mes émotions sont coupées. Quand je te parle de ressent, je te parle de ressentir de l'air qui rentre dans mes narines, la goutte de sueur qui coule le long de mon front, le métal sur mes doigts, exactement, les sensations et les sensations de mon corps. Comme la méditation où quand on médite, tu sais, j'en fais pas trop, mais quand on fait du yoga, méditation, on se concentre sur le ressenti de son corps.
Là, je suis concentré sur, genre, je sais exactement ce qui se passe dans mon corps, je sais exactement à quel niveau d'énergie je suis. Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que mes avant-bras fatiguent? Est-ce que là, j'ai encore 3 carreaux que je peux grimper? Est-ce que je vais pouvoir grimper sans m'arrêter jusqu'à la fin? Tu vois, j'ai un retour sur mon corps constamment qui fait que je suis tellement concentré sur mon corps et ce que je ressens. Parce que si je suis pas concentré sur l'état de mes avant-bras, si je me fatigue trop, ils s'ouvrent, je passe le point de non-retour et à ce moment-là, je peux bien, tu vois. Donc je suis tellement t'as des grosses conséquences derrière en fait. Qui font que t'es obligé d'être focus. Le risque de mourir me force à revenir dans l'instant présent, à couper toute l'anxiété et à faire le calme dans ma tête. Et ça, c'est le seul moment où j'ai le calme, où j'ai un calme interne, c'est quand je grimpe des gratte-ciel. Du coup, là, c'est la question, c'est pas. C'est encore là, je te résume, mais vraiment, tu sais, je pourrais t'en parler pendant plusieurs heures précisément, tu vois, et chose que je ne vais pas faire ici. Mais vraiment, j'arrive à. En fait, beaucoup de gens me disent comment tu fais pour avoir ce calme qui te permet de grimper. Non, c'est l'inverse, c'est la grimpe qui t'apporte. J'ai besoin de grimper pour avoir ce calme-là, tu vois. En fait, c'est pas. Je me prépare un mental pour pouvoir grimper, je grimpe pour me mettre dans cet espace mental dont j'ai besoin au quotidien pour souffler un peu. Et vraiment, c'est fou le shift qu'il y a quand je suis au sol et que je commence à stresser. Et quand j'arrive à 10 mètres, 15 mètres, la hauteur devient létale. Une fois que la hauteur devient létale, là c'est bon. Là je suis calme, là je suis serein. Ça y est, je suis plus stressé, je grimpe, je fais mon truc et je focus sur ce que je ressens. Et je peux enfin arrêter de penser à des choses qui me font mal ou juste à être ailleurs que dans l'instant présent. Ça c'est ouf. Voilà. Donc du coup pas vraiment de prépa mentale, c'est plus c'est une conséquence, on va dire. Voilà, exactement. En fait, c'est l'inverse. C'est pas la cause n'est pas la conséquence n'est pas la cause. Ouais, en fait, tu te dis pas, je dois faire tel ou tel exercice de prépa mentale pour vraiment après être focus sur mes sensations. C'est vraiment juste le fait de faire le truc qui va te mettre dans cet état mental. Ça, c'est hyper intéressant. Mais j'ai besoin de ça, par contre, dans ma vie, effectivement. C'est-à-dire que je fais pas. J'ai pas besoin de prépa mentale pour faire ça. J'ai besoin de faire ça pour avoir un mental qui me correspond et où je peux être enfin moi-même et plus être enfermé dans ma tête. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis, comme tu dis, c'est un pourquoi qui est très profond. Et après, ça peut être lié à, comme tu disais, des trucs que tu as vécu dans ton enfance, pourquoi tu fais du solo urbain à la base, ces trucs d'influence, de mentor et tout. Enfin, c'est hyper intéressant, moi je trouve, d'analyser tout ça. Et en vrai, pour faire une transition, là je sais pas trop comment faire la transition, mais pour faire la transition, le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est vraiment le sujet des blessures. Parce que du coup, je sais pas si je peux te considérer ou si toi-même tu te considères comme un athlète de haut niveau. Mais du coup, tu es forcément un athlète genre qui s'entraîne beaucoup et tout. Et forcément, quand on est athlète, on a des blessures au fil du parcours. Comment un peu. Est-ce que tu peux déjà nous faire un petit historique des plus grosses blessures que tu as eues ou des trucs potentiellement qui t'handicapent encore dans ta pratique? Et un peu comment tu as géré ça au fil de ton parcours, si je peux dire, tu vois. J'ai eu une très grosse, il y a longtemps, c'était en 2016 je crois, très grosse inflammation de la poulie ou alors poulie partielle. J'ai jamais vraiment su. Et ça a mis beaucoup de temps, ça a duré 1 an. Et franchement, c'était méchant quoi. D'ailleurs, je pouvais pas juste faire ça, tu vois, avec mon téléphone. Enfin, pendant un moment, c'était très méchant. Je pouvais pas me tenir des barres, je pouvais pas. Alors que là, je me suis fait récemment une inflammation de la poulie, je pouvais largement tenir une barre, tu vois. Je pouvais pas. Ah bah oui, on en avait parlé déjà. Tu m'as donné des conseils pour le faire passer et j'ai absolument rien appliqué de ce que tu m'as dit. Je suis un très. C'est-à-dire que tu m'as donné tout un tas de conseils. En vrai, c'est cool parce que maintenant je le sais pour mes prochaines blessures. Mais il y a ce truc où aussi, pour l'appliquer, c'est différent dans le sens. Voilà, en plus, j'étais souvent pas en France et tout, donc j'ai pas vraiment pu l'appliquer quoi. Mais en gros, poulie partielle, poulie partielle, je sais pas lequel des deux, mais problème à la poulie très clairement. Mais tu sais, même des fois, c'est une entorse. Entorse des ligaments, mais tu t'en rends pas compte. C'était pas le ligament là, c'était vraiment la poulie. Ouais, c'était pas le ligament. Vraiment, à la palpation, tu le sentais. C'était vraiment pile sur la poulie quoi. Et sinon, la plus grosse blessure, ça reste mes épicondylites médiales sur les 2 coudes. Ça m'a arrêté 1 an, j'ai forcé dessus, j'avais une très mauvaise. Mais ça m'a fait tellement grandir. Donc pour ceux qui n'ont pas la vidéo, c'est une inflammation au niveau de l'intérieur du coude, sur la face antérieure. C'est la face. Au niveau des fléchisseurs du coude, en fait, là où les tendons, là où les muscles vont s'insérer sur le coude au niveau des fléchisseurs. Fermer la main quoi. Ouais, clairement. Fermer la main, le poignet, etc. Et ça intervient aussi sur la flexion de poignet, la flexion du coude. Horrible ce truc là, sur la proto-supination, enfin bref. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment une horreur ce truc. Et tu l'as eu des 2 côtés? J'ai eu des 2 côtés, surtout à droite. Et là je suis à nouveau en train d'avoir des 2 côtés, surtout à gauche, tu vois. Voilà. Ok, d'accord. Et ça a duré combien de temps? Est-ce que ça dure encore? Ça a duré 1 an et demi. Ok, et un peu comment tu as adapté ta pratique par rapport à tout ça? J'ai dû arrêter le SCAD pendant 1 an. Ok. Ouais, j'ai dû arrêter le SCAD pendant 1 an, faire que de la rééducation.
Et quand j'ai repris l'escalade, j'ai repris pendant 3 mois avec une intention de kiné. Donc, une intention de guérir. Progressive. Voilà, de réathlétisation et non de. Mais en même temps, ça tombait bien parce que je voulais faire un cycle de basse intensité dans le tunnel. Donc en fait, au bout de 2 semaines déjà, j'avais déjà trouvé une manière de concilier progression athlétique et progression kinésithérapeutique. Ouais, de guérison, on va dire. Voilà. Et est-ce que tu penses qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a déclenché cette blessure-là, ou ça s'est vraiment accumulé dans le temps et un jour tu t'es dit non là c'est trop, j'ai trop mal ou... Ouais, ça s'est accumulé dans le temps et un jour je me rendais compte que je pouvais pas tenir un verre d'eau dans ma main. Donc là, non, moi dans les blessures je vais souvent très loin avant de tu t'es pas dit ok je commence à avoir des petites douleurs et peut-être je sais pas réduire l'intensité, le volume. J'étais vraiment très con, non, terrible. Mais par contre j'ai grandi, déjà j'ai grandi, j'ai mûri du coup parce que cette expérience m'a fait mûrir. Première chose, et deuxième chose, cette expérience, le fait de faire la kiné surtout, m'a fait voir le corps humain différemment sur un truc un peu plus global. Ok, il n'y a pas que la performance. En fait, le corps humain, c'est aussi, et puis même la kiné, ça te fait voir le corps humain autre que par le côté athlétique, tu vois. Et en fait, j'ai beaucoup appris et il y a des bêtises que j'ai faites que je ne referai pas aussi, tu vois. Ouais, mais ça, c'est hyper intéressant. Et c'est dans ce cadre-là aussi, tu m'as posé la question, et c'est un moment pour y répondre. Est-ce que je me considère comme un athlète de haut niveau? C'est compliqué. C'est compliqué parce que en fait j'apprends encore, tu vois. On va dire que j'apprends à être un athlète de haut niveau. Clairement, mon manque de maturité vis-à-vis de mes blessures il y a 2 ans montre qu'en tout cas à l'époque, je n'avais pas encore la mentalité d'un athlète de haut niveau. J'avais la mentalité d'un bourrin, tu vois. Maintenant, je commence à vraiment cycler mes entraînements, mettre des choses en place, mettre des choses en place, comprendre le corps humain, pas juste sous le sens athlétique, mais ok, conserver son corps. De toute façon, c'est toujours un peu comme ça le schéma, tu bourrines jusqu'au moment où tu es blessé et après quand tu es blessé tu te manges le mur de la raison de la réalité, et tu t'es dit mais c'est là qu'après tu progresses plus, c'est ça. Parce qu'en fait après tu comprends que il y a plein de choses que tu ignorais, il y a plein de choses que tu ignorais, tu apprends et ensuite tu progresses. Et maintenant par contre à droite je pense qu'elle est plus solide qu'avant. Ouais, mais souvent c'est ça aussi, quand tu as une blessure et que tu te rééduques bien, tu es plus solide qu'avant aussi. Après bien sûr ça dépend des blessures, c'est au cas par cas et tout. Mais là franchement, non honnêtement, et puis aujourd'hui maintenant j'ai un meilleur niveau en tout, que ce soit en force, en escalade, en rési, un meilleur niveau en tout qu'avant ma blessure. Donc au final ça montre la résilience aussi. Ça m'a arrêté 1 an, mais pas 1 an perdu non plus, tu vois. Et parce que en vrai c'est une blessure qui revient souvent. Ça a été quoi un peu ton parcours entre le moment où tu t'es dit ok là j'ai trop mal, j'arrête, je commence à faire les choses bien entre gros guillemets, et le moment où tu t'es dit ok là je reprends avec ce petit cycle de volume, un peu qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, en termes de suivi kiné, tu vois, des types d'exos que tu as pu faire, où tu te souviens, tu vois, enfin c'est... Dans ma bêtise, je me dis ok avant de faire la kiné, vas-y on met une dernière croix, tu vois. Très bête. En mode un peu enterrement de vie de gros, tu fais un dernier resto. Voilà, enterrement de vie de grimpeur un peu con, tu vois. Donc j'ai essayé de mettre une dernière croix, en plus j'ai pas réussi. Là à ce moment c'était horrible, tu sais, ça me faisait mal, mais c'était horrible. Le matin je me réveillais, moi aujourd'hui ça me refait mal quand je me réveille le matin parce que je suis en train de me reblesser, mais cette fois-ci tu vois je commence à avoir de nouveau mal. Et là, been there, done that, je sais que je vais devoir me calmer. M'arrêter, faire de la rééducation et puis je pense que dans 2 semaines ça sera réglé, tu vois, 3 semaines, tu vois. Et puis tout en continuant de grimper à côté à basse intensité pour pas m'arrêter non plus, enfin tu vois, mettre des choses en place que j'ai pas mis en place au début. Mais du coup oui j'ai fait ça et ensuite j'ai repris à zéro. Reprendre les bases. Avec Marie on a pris les choses à zéro. De toute façon à zéro c'est simple, je pouvais même pas tenir une gourde dans ma main, donc bon j'ai repris à zéro. Tu t'es vraiment dit là je fais un hard reset, genre j'arrête de grimper, j'arrête le truc, je reprends tout à zéro. J'avais pas le choix. Intéressant. Je pouvais même pas, même juste faire ça sans charge, j'avais mal. Tu vois, même juste faire ça, c'était horrible. Sans inflammation, juste mécaniquement, mon tendon à mon avis, il était pas loin de craquer. Parce que, alors que non, je ne les craque pas. Parce que là, franchement, sans inflammation, j'avais tellement mal. Enfin bref. Mais bon, après, on ne sait jamais ce qu'il y a vraiment ici. De toute façon, c'est mystérieux. Les tendons, c'est mystérieux. Et puis les tendons, c'est un truc où, par exemple, à l'imagerie, tu peux voir que ton tendon il est complètement détruit à l'imagerie, mais que tu n'as aucune douleur. Et inversement, genre ton tendon est clean à l'imagerie et tu as des douleurs un peu fantômes qui sont là, mais tu sais pas pourquoi. Donc, non, mais je comprends clairement ce que tu veux dire. Les tendons, c'est un bazar sans nom. De toute façon, c'est pour rien que les kinés, c'est des mecs qui connaissent très bien le corps humain, sur toutes ses angles, toutes ses formes. Parce que ça nécessite des connaissances. C'est là aussi où je pense que le job du prépa physique il s'arrête, tu vois, dans le sens où moi je prends en compte les douleurs et tout dans mes suivis, mais quand tu es à ce stade de douleur et tout ça, c'est des compétences que j'ai pas, tu vois. En mode, c'est là que le coach et le kiné travaillent main dans la main aussi. C'est ça exactement, et c'est un truc qu'on a du mal à faire. Enfin je dis dans mon cas perso, tu vois, où j'ai des personnes
carrément des fois tu vois, genre elles vont arrêter le suivi parce qu'elles ont mal à un moment ou alors au début je vais leur dire bah non désolé je suis pas assez compétent parce que bah, genre t'as trop mal et ça sert à rien de commencer une prépa physique et ouais parce que du coup de la communication avec le kiné des fois c'est compliqué, la personne elle a un peu la flemme de te faire des retours aussi, de dire bah ouais on a fait ça, la logique c'est ça, enfin tu sais il y a un gros manque de communication. Je pense que dans les staffs d'équipe pro ça se fait bien cette communication, mais à l'échelle individuelle des grimpeurs de salle ou quoi, enfin ou des grimpeurs normaux tu vois de la vie de tous les jours, pas des grimpeurs pro, je pense que cette communication elle est quasiment inexistante tu vois, pour les gens qui ont un coach et un kiné tu vois, ça c'est aussi un truc, il y a des gens qui vont même pas aller chez le kiné, qui se rééduquent eux-mêmes et au final ça se rééduque super mal. T'es subluxé les 2 épaules, j'ai tout fait tout seul, j'ai même fait de rééducation, aujourd'hui je le regrette. Avec Marie on a récupéré ça aussi. Quand elle m'a rencontré, j'avais les épaules, ma stabilisation d'épaule était nulle. On a travaillé et maintenant j'arrive à bouger mon épaule sur des plus grosses amplitudes qu'avant, j'arrive à volontairement les rétracter, tu vois, alors qu'avant j'avais pas eu tout ce truc là, quand je prenais un plat, mon épaule elle sortait tout le temps. Ouais, t'avais une rotation interne. C'était devenu la nouvelle norme alors que non, pas du tout, tu vois. Ouais, juste tracter la scapula en arrière, ça devient compliqué des fois, carrément. Et là, et d'ailleurs je remarque que souvent quand je grimpe beaucoup, en fin de séance, c'est ah oui, tu m'as demandé tout à l'heure. En fin de séance, qu'est-ce qui me fait dire qu'il faut que je m'arrête? J'ai dit 2 choses. Je t'ai dit les doigts qui s'ouvrent, ou alors si vraiment j'arrive pas à mettre un bloc, normalement je le mets, ça me frustre. Non, il y a un 3e truc aussi, c'est quand j'en ai impératif ou quoi, ou quand je me dis bon c'est bon, c'est assez, je me garde un peu pour demain quand même, tu vois. Mais il y a aussi un truc, c'est que parfois j'arrive plus à stabiliser mes épaules. Et là, il faut que j'arrête parce que sinon je vais me luxer les épaules. Ça m'est déjà arrivé de me faire des entorses comme ça parce que j'ai pas dit j'arrête et en fait voilà. Et par exemple, je me précisément, justement, moi j'étais sur un plat, j'étais à Arcos sur un bloc, tu finis sur un réta, je chope un plat, bam, mon épaule sort. Bon, j'ai quand même forcé dessus, j'ai fini le bloc. Après j'ai fait c'est fini. Là j'arrête parce que là mon épaule elle est sortie. Elle est pas bien. Voilà. J'arrive plus. Et en fait t'arrives plus à rétracter la scapula et là ça devient dangereux quoi. C'est très bien ce que tu veux dire. Donc et ça m'arrive tout le temps, tu sais, en fin de séance quand j'ai bourriné, j'ai grimpé toute une semaine avec pas beaucoup de jours de repos. Je me fais une grosse séance et là en fin de séance, bam, je sens que mon épaule elle se rétracte. Enfin j'ai du mal à rétracter à ce moment-là, c'est chaud quoi. C'est des signaux en termes de sensations qui te font arrêter ta séance aussi. C'est ça. Mais au niveau des blessures, donc moi j'ai surtout eu ça en fait, l'épithrocléite et puis les inflammations de la poulie. Sinon, si, je me suis subluxé les 2 épaules, mais bon, subluxé, donc ça va. C'est revenu au bout d'un mois, j'ai pu m'entraîner, j'ai pas fait d'éducation, j'aurais dû en faire, j'en ai fait plus tard avec Marie et au final ça a porté ses fruits. Mais aujourd'hui, je dois toujours faire attention à mes épaules. C'est jamais irréversible sauf cas où ça va se calcifier, tu vois, genre au niveau des poulies ou des trucs comme ça. Ça c'est chaud. J'ai un peu ça s'est calcifié. Mais en général, les épaules ça calcifie peu parce que c'est quand même une zone qui est assez mobile et si tu continues à grimper, même dans du très facile ou quoi, même si tu as les épaules qui sont pas très bien, c'est rare que ça se calcifie et c'est réversible on va dire, tu vois. Après ça dépend des cas bien sûr. Et tu sais que j'ai un ami, c'est un cas de franchement au niveau des doigts tu parles? Ouais, il s'est Corto si tu regardes la vidéo. il s'est blessé, je crois que c'est sur ce doigt là, sur l'annulaire. L'annulaire voilà. Il a eu un crack. Il faut toujours bouger le doigt. Et ensuite son doigt a gonflé. Aujourd'hui son doigt il est comme ça, ensuite ça fait comme ça. Ah ok, genre vraiment c'est un gros gonflement et ça c'est resté quoi. C'est 1,5 fois, voire 2 fois plus gros. Et c'est resté et ça s'est calcifié. Et on ne sait pas ce qu'il a eu. Alors lui il avait dit non c'est pas la poulie. Moi je dis ok peut-être c'est les ligaments tu vois, mais les ligaments ça se serait pas calcifié, ça que je comprends pas. Si, en fait tu le vois sur les mains de grimpeurs, enfin sur la plupart, t'es un peu plus large au niveau des phalanges, la première phalange, et ça c'est ce qu'on appelle les adaptations spécifiques à la demande où en gros comme tu mets des forces de rotation, tes ligaments ils se renforcent aussi là-dessus, et souvent il y a aussi ce truc du petit doigt qui se met un peu en forme de triangle. Genre ça t'as ça aussi sur les, je sais pas si tu vois mais l'ongle il fait un peu ça. Et un petit peu il y a ça aussi chez les grimpeurs, enfin plus sur les grimpeurs d'exté ou alors c'est vraiment genre micro-prise on va dire, mais ça dépend. Enfin moi ça va encore tu vois, j'ai les doigts assez fins. C'est vrai, moi aussi ça va. Je connais des grimpeurs genre vraiment leur majeur c'est mes 2 doigts là tu vois. Ça dépend des gens, tu sais c'est comme c'est anatomique. C'est comme en lutte, tout ce qui est lutte, grappling, même rugby. T'as des mecs, ils en font 2 semaines, ils ont déjà les oreilles en chou-fleur pour le restant de leur vie. Et t'en as, ils en font des années, ils ont jamais les oreilles en chou-fleur. Moi, il y a un mec que j'ai rencontré justement ici, entre blocs, je vois ses mains. Il a des mains de vétérans grimpeurs, de crack, tu vois, de fissures. Il y a des mains de mecs qui a fait 10 ans de fissures en extérieur. Il me dit ah non, ça fait 3 semaines que je grimpe. Mais c'est pas possible, genre c'est ses mains. Un métier manuel ou un truc comme ça. Il fait un métier manuel, mais je pense surtout que ses mains se sont très vite adaptées quoi. Ça faisait, mais je crois 3, peut-être 4 semaines qu'il grimpait. Et le mec il me dit non mais très vite mes mains ont changé quoi, c'est ok d'accord. Des fois il y a des trucs comme ça tu comprends pas mais d'une personne à une autre ça varie quoi. Mais ça aussi mais en vrai les ligaments, les tendons tout ça s'hypertrophie aussi tu vois, après c'est pas comme les muscles où ça va vraiment des fois peut-être doubler de volume.
Mais non, ça s'hypertrophie aussi. Oui, les gants, ouais, bien sûr. Mais tu vois, le truc, c'est qu'une personne A et une personne B, elles peuvent arriver à un résultat X, mais pas de la même manière aussi. Différents. Tu vois, voilà, exactement. C'est pour ça que souvent que tu les grimpeurs, quand ils se mettent à la grimpe, ils prennent 10 kg de muscle, ils s'hypertrophient. Alors que les grimpeurs, quand ils grimpent, ils perdent du volume. Moi, par exemple, tu sais, j'hypertrophie beaucoup plus en faisant de la basse intensité dans mon tunnel qu'en faisant du bloc. Quand je fais du bloc, mec, mes avant-bras ils viennent comme ça. Ouais, mais c'est normal. Ah, ils viennent comme ça. J'ai plus d'extenseur. En vrai, au final, quand tu fais de la force, tu fais pas tant d'hypertrophie. Et de toute façon, tu le vois avec les grimpeurs qui sont vraiment forts, ils sont tout légers, ils sont tout fins. C'est un truc de fou. Bah en vrai, on a pas mal brossé le sujet des blessures. En vrai, question un peu plus fun pour la fin. Ce serait quoi ta séance d'entraînement préférée? Vraiment, tu te prends pas la tête. Tu te prends pas la tête, tu te dis ok, aujourd'hui je vais me faire plaisir à l'entraînement. Alors, faut quand même que ce soit réaliste, non? Ouais, un minimum réaliste. Vraiment, où tu te dis un truc que tu fais dans la vraie vie, tu vois, en mode ok, aujourd'hui j'ai envie de me faire plaisir à l'entraînement, je calcule rien. Alors, je peux pas te dire un marathon, ensuite je fais du grappling avec un crocodile et ensuite non, vraiment. Bah, là, je reste plutôt sur l'escalade, tu vois. Vraiment sur la partie escalade, ta séance préférée où tu te dis ok, si je fais cette séance, j'ai kiffé. Je fais pas que l'escalade parce que je fais aussi de la force et tout, mais puis même dans l'escalade je fais beaucoup de choses différentes, mais du coup, et puis maintenant j'aime bientôt me mettre au grappling aussi. Mais ok, alors ce serait une séance où j'arrive, je m'échauffe, je fais du bench. Ok, développé couché du coup. Mais pas trop, parce qu'après je me fais une bonne grosse séance de bloc. Ensuite je m'éclate mes PR aux tractions en force. Ok. Ah oui, je presse le bench, je charge pas trop et je fais un peu de volume parce que on garde le système nerveux. Ouais, tu fais plus en mode, allez, on va dire 70-80%. Exactement, on fait tranquille pour le kiff, tu vois, pour le. Voilà. Pour pousser la fonte. Voilà. Ensuite, ça grimpe pendant 4-5 heures, ça fait du bloc, tu vois. Ça fait du bloc. Ensuite, on va dire, je fais ça, tu vois, moi je viens faire du bloc à Arcos, tu vois. J'aime bien aussi grimper entre blocs. Traction lestée. Et ensuite, je fais un peu de tunnel. Ok. Pour le kiff. Mais là, j'en fais pas sur. Je fais de l'endurance, mais l'endurance à haute intensité. En gros, je fais un circuit de 10 mètres, tu vois. Je fais pas des allers-retours comme je fais à basse intensité. Donc, je fais de l'endurance de force. C'est ça. Ça pourrait être de la résie aussi. C'est de la résie lactique, du coup. Voilà, c'est pas la résie de 3 moves où tu es là. Non, t'es pas en intensité max, mais t'es en. Tu fais, t'es à 7-8 sur 10, mais t'es bien cramé à la fin. Tu fais un truc de sanglier où tu veux dans le tunnel en dévers de 10 mètres, tu grimpes et je me mets dans le dur et je fais genre tu souffles à chaque move, voilà. Ensuite je termine, je me repose un peu, tu vois. Un délai, parce que là je dois être bien daubé normalement. Ouais, j'imagine. grosse daube et je me repose un peu. Petit café technique, tactique, tu vois. On repart. Et là, ça met des PR aux tractions lestées. Ça met des PR aux tractions lestées et ensuite sauna. On fait un peu de grappling, tu vois. Ok. Un peu de cardio pour finir. Tu sais, on fait genre 20 minutes de grappling, on tourne un peu, tu vois. Après j'en ai fait 10 fois dans ma vie, mais j'ai trop aimé, donc j'ai m'inscrit dans un club. Et ensuite, je bois un petit peu de sirop, un petit truc sucré, parce que là normalement t'es bien cramé. Tu devrais être à 2 doigts de l'hypoglycémie, voilà. Surtout avec le café juste avant en plus. Et ensuite, sauna. Gros sauna, et là on se pose, ça parle, ça discute, on parle de tout et de rien dans le sauna. Voilà, ça serait ma séance idéale, tu vois. Ouais, moi tu vois, je réponds à la question aussi parce que c'est un peu plus fun. Moi tu vois, ce serait vraiment, si j'avais énergie infinie. Ouais, énergie infinie. Enfin, énergie infinie, tu vois, genre sur la semaine ou quoi. Je ferais genre 1 heure de panguliche. En mode, tu vois, genre 1-4-7, des doubles jetés, tu vois. D'accord, enfin, vraiment, jamais du en gros, genre vraiment 1 heure de panguliche en mode à l'ancienne, tu vois. Après, je ferais une séance de volume sur une board, genre sur la Kilter, sur la Moon ou quoi. Quand je dis volume, ce serait genre entre 2 et 3 heures, des blocs d'intensité, genre 7-8 sur 10. En gros, des blocs que tu es censé pouvoir flasher. Ouais, du volume. Mais où tu vas aller répéter 2 ou 3 fois, où tu essayes de t'améliorer techniquement et tout. C'est mieux ça. Et parce que t'as pas la frustration, mais en même temps tu souffles et tout. C'est ça, et tu bouges, mais tu forces. T'as des sensations, mais t'es pas en train de. C'est vraiment, je pense, ma séance préférée de grimpe, tu vois, c'est vraiment faire du volume à genre 7-8 sur 10 en termes d'intensité. Après ça, du coup, étirement, parce que mine de rien, je kiffe quand même bien m'étirer, tu vois. En mode, des trucs en mode d'ouverture de hanche. J'ai zappé ça, ça dégage. Franchement, j'aime bien. Tant que c'est pas trop long, tu vois, en mode genre 15 minutes d'étirement, tu vois. Vraiment, en prenant des longs temps de repos et tout.
Et après, ouais, sauna. Genre vraiment sauna en mode mes 2 rounds de genre 15 minutes avec la douche froide au milieu et tout, tu vois, en mode. Et je pense en vrai ça correspond un peu aux séances que je faisais quand je grimpais au début en mode freestyle et que après bah, tu sais, j'étais blessé, machin et tout. Mais au final, tu vois, maintenant je les divise. Je ferais genre un jour le panguliche, le lendemain la séance de volume. Bon, après les étirements, je peux les caler un peu quand je veux. Mais ouais, maintenant je diviserai sur 2 jours. Et ouais, franchement, ça fait déjà des bonnes séances. Mais ouais, le panguliche, moi j'aime trop, tu vois, la gestuelle, je sais pas, tu sais, tu te sens léger, tu te sens voler sur les prises. Enfin, bon, après, sauf si tu as gagné du poids ou quoi, tu vois, ça peut être un peu l'inverse. Mais c'est marrant, je fais jamais moi du panguliche. J'ai essayé le arm lifting pendant un moment, le block lifting. Ouais, le block lift du sol, ouais. Alors, j'aime bien. Mais j'ai pas progressé. Ouais. Alors j'ai dû faire un truc qui allait pas parce que j'en ai fait 2 mois et j'ai En vrai, t'as tellement de protocoles, t'as tellement de trucs, ça dépend de la friction, ça dépend de. Ok. En vrai, le block lift c'est très spécifique. On en fera quand tu me coacheras. Parce que là, j'en ai fait et en fait, j'ai marché en plus parce que j'ai limite régressé quoi. Je me dis, j'ai pas. C'est marrant. Et ouais, autre question un peu fun, ce serait quoi ton exo préféré de renfo? Tout renfo confondu, tu vois, ça peut être. Ce serait quoi vraiment? Je te dis là, tu dois choisir un seul exo de muscu. Ouais, vraiment muscu pur. Sans aucune hésitation, les tractions lestées en lourd. Ouais, pareil. Du 3 reps en lourd ou du 5 reps en lourd, tu vois. Ouais, pareil, j'aurais dit traction lestée aussi. Ah ouais, mais non, mais c'est vraiment, c'est un truc où. Puis même par rapport au transfert dans la grimpe, je pense que tu peux garder que les tractions lestées et genre avoir un super bon transfert vers ta grimpe. Tu peux tout faire en fait avec les tractions lestées, genre tu peux faire de la puissance, tu peux faire de la force. Ouais, explosivité après tu peux le transformer en explosivité. Je sais pas comment, mais je sais que tu peux. Oui, clairement. En général, plus tu gagnes en force, plus tu gagnes en puissance aussi. Enfin, c'est un peu linéaire, tu sais, genre force, vitesse, machin. Forcément. Et aussi, dernière question, est-ce que tu peux nous dire un peu, quand tu étais un peu à ton prime de ton niveau, enfin, si tu as une période où tu dis, ok, là j'étais à mon prime de mon niveau, tout cumulé, tu vois, c'était quoi un peu tes stats physiques en termes de taille, poids? Et tu vois, je sais pas, des trucs genre max en traction lestée, max au bench, tu vois, des trucs un peu qui parlent à tout le monde. Okay. Ça pouvait être quoi un peu tes stats purement physiques? Mes stats d'un point de vue du bloc, c'était sur du volume, ça va être du noir, pour ceux qui voient Arcos, du noir 3-4. Alors, je vais jamais dans la dalle. C'est-à-dire que j'oublie la dalle. Voilà, ouais, c'est un choix, hein, moi je suis pareil. Hein. On zappe la dalle. Je vais pas juger. Comme c'est XT bas. Donc on va dire généralement noir 3-4, je fais ça en volume. Okay. Noir 5, ça m'arrive de faire du travail. Et sinon, travail sur du violet facile. Voilà. Okay. Genre violet 1 ou 2 et... 1, 2, moi j'ai déjà fait un violet 3. C'est-à-dire que mon max bloc c'était un violet 3. Okay. Et généralement des trucs plutôt dominante physique. Ouais. Plutôt dominante, voilà, tirage, force, grosse relance, tu vois, c'est plutôt mon genre de délire ça. Et sinon en traction lestée, c'était 6 fois 50 kg, 2 fois 60 et 1 fois 65. Voilà, j'ai dû me concentrer. Et pour ton taille, enfin ta taille et ton poids, du coup, pour qu'on mette en relation, genre quand tu as fait ces perfs là en traction, quand j'ai fait, j'étais à 65 kg. 65 kg. À ce moment-là, j'étais à 65 kg de poids. Tu mesures combien? 1m70. Ok, 1m70. Okay. 1m70, donc je faisais 65 kg et donc je faisais 65 kg en max en traction. 65 kg max, 2 fois 60 et 6 fois 50. Ok, ouais, c'est solide. Je pense que j'aurais pu rajouter une 7ème. Généralement, quand j'arrive à passer un palier de force, pour moi, ce qui est dur, c'est de péter un palier de force. Okay. Une fois que j'ai pété ce palier de force, rajouter des reps, c'est rarement trop difficile pour moi. Okay. C'est-à-dire que quand je pète un palier de force, 2 mois plus tard, j'ai fait 2 ou 3 reps en plus dessus. Okay. Par contre, péter un palier de force, c'est très dur pour moi. Ok. Là, c'est intéressant. Parce qu'au final, ça fait un peu comme le développé couché. Je sais pas si tu l'as déjà eu cette sensation de. Imaginons, tu mets 99 kg sur la barre, ça vole. Tu mets 100 kg, la barre, elle t'enterre. Ouais, c'est ça, c'est un peu le même genre de truc. Bon, la barre à 99, elle s'envole pas non plus. Ouais. Dans mon cas, moi, ça va pas. J'ai jamais fait. Le max que j'ai fait en bench, c'était 85. Okay. C'était quand j'étais en STAPS en mode force athlétique et tout. Ouais. Mais non, moi je sais que si je veux faire 100 kg en bench un jour, genre avec la taille de mes bras et tout, faudrait limite que je fasse que ça. Enfin, ça a aucun intérêt. Ouais, c'est vrai que t'as des longs bras et t'as pas des clavicules si longues par rapport à tes bras. Ça va, en vrai, clavicule assez longue. Je dirais clavicule moyenne plus et bras assez longs. En gros, moi je fais 1m80. Mon ape index c'est 1,87. Ok. Ça va. Ouais, non, j'ai une bonne allonge pour un grimpeur. Et après, je suis assez léger, tu vois, pour ma taille, je fais genre pareil 65. Ok. Genre, enfin, ça dépend des périodes. Quand je suis vraiment sec, je suis à 64. Quand je suis un peu lourd, je suis à 66. Tu vois, enfin, je varie pas trop en termes de poids de corps. T'es léger, ouais. Ouais. Je dirais 65 en moyenne. Enfin, t'es léger, non, par rapport au grimpeur, t'es. Ouais, c'est ça. Pour un grimpeur, tu pourrais même dire lourd, tu vois, pour ceux qui font de la compète. Ouais, ça ils font genre 57, 58. Tu vois, t'es là en mode. Moi, je suis avec mes 72 à jeun là en plus. Putain, c'est chaud. Je suis à +2 en poids de corps.
corps. Mais ça c'est chaud, c'est tout un sujet aussi le poids de corps en escalade. Et ouais, tu vois, en perf, en traction. Après moi tu vois, je kiffe vraiment les tractions. C'est trop bien les tractions. Moi c'était vraiment... Traction, c'est trop bien. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, j'ai fait une rep à 71 quelque chose, à 65 de poids de corps du coup. Okay. 65 poids de corps. Ouais, je l'ai fait récemment, enfin c'était au mois de septembre là, ou octobre, je sais plus. Après, en nombre de reps, je vais rarement sur du plus que 3 reps. Ok. Et je crois sur 3 reps de mémoire, j'ai dû faire 3 reps à 60. Ou 57, ou 57 et demi, tu vois. Genre, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est dans ces eaux-là. Bah, du coup, en volume, on est à peu près sur les mêmes perfs. Et la meilleure perf, je pense que j'ai fait en traction, je pense celle où je suis le plus fier, c'est les 10 reps à 40 kg. Mais vraiment en mode très strict. Genre vraiment genre bras tendu, vraiment verrouillé en haut. Et genre 10 reps à 40 en mode très strict. Et pourquoi 10 reps à 40? C'était parce qu'il y avait un truc à l'ancienne, je sais pas si tu connais, c'était le club super physique. Genre pour ceux qui faisaient de la muscu et tout. Genre, ça aussi, ce truc de Rudy Cola, c'est ça, exactement. Et en gros, tu vois, moi j'ai gardé ce truc là où il y avait une perf, c'était genre le niveau max que tu pouvais avoir en traction dans le club, c'était 10 reps à 40 kg de lest. Et genre je me suis dit, vas-y, un jour je veux faire ça, mais sans être un mec de la muscu, tu vois. Sans être ultra c'est ça, genre en mode pas en pesant 80 kg de poids de corps. Et du coup j'avais réussi à faire ça et j'étais vraiment content. Et je pense en vrai c'est une très très bonne perf. J'allais dire, je connais personne qui fait ça, mais en vrai il y a personne qui s'entraîne vraiment pour faire ça, tu vois. Ah, c'est vrai que c'est des trucs très de grimpeurs, ça. Si, les mecs du street lifting. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, non, mais pour un mec du street lifting, c'est rien. C'est rien, donc. Mais c'est ça, il y a un monde en fait entre les deux. Non, c'est pas que c'est rien, c'est qu'ils font pas de volume. Ils font du volume pour s'entraîner, parce que pour passer les paliers de force, je suis obligé de faire un peu de volume. Franchement, même le 3 reps, c'est pas assez pour moi. Moi, le 5 reps, je sens que ça marche mieux, tu vois. Parce qu'encore une fois, moi, quand je passe un palier de force, souvent, c'est plus facile pour moi de rajouter des reps. Du coup, aussi, quand j'ajoute des reps, c'est comme ça que je passe des paliers de force aussi, tu vois. Moi, souvent, c'est par monter en gamme dans le sens où, tu vois, par exemple, je le fais un peu sous forme de pyramide où je vais faire, je sais pas, genre 3 reps à 40, 2 reps à 42,5, 1 rep à 45. La séance d'après, 3 reps à 42,5. Moi, je fais pareil, mais dans l'autre sens. Je commence par du 2-3 reps. Ensuite, je fais du plusieurs fois, du 5 reps, ensuite je finis sur du 10 reps, tu vois. Parce que moi, c'est plus dans ce sens-là que je fais. Je sais pas si c'est conseillé, mais. Ça dépend vraiment du profil, ça dépend ce que tu travailles. C'est ça pour le coup, tu vois, il n'y a pas une réponse. C'est vrai que la fois où j'avais fait ça, ça avait bien marché après. C'est que mes performances baissaient, c'était catastrophique parce qu'au bout de 2 semaines, j'arrivais même plus à tirer 50 kg. Et après, tu as surcompensé. Et ensuite, c'est là que j'ai fait les 6 x 50 et j'ai fait plusieurs fois en plus. Donc, du coup, je me dis, ah ouais, c'est cool. Bah, écoute, Alexis, si t'as un petit mot de la fin pour les auditeurs, un truc à leur dire. En plus, n'acceptez pas les placements de produits gratuits. Ouais, ça, j'ai plusieurs mots de la fin. Non, mais attends, mais ah oui, si t'as un truc à dire en plus. Ouais, juste pour terminer ce que c'est pour le bench, du coup je donnais toutes mes stats, il me manque le bench. Ouais. Le bench 8 x 90. Ok, c'est solide, ouais. 4 x 100. Ok. Et 1 x 115. Ok, putain, ça c'est des bonnes perfs ça. Mais j'aime bien le bench, mais je me pousse rarement en force. Je préfère le volume. Franchement, je me cuis déjà le système nerveux avec les tractions lestées, avec l'escalade. Ouais. Si tu rajoutes, en vrai, c'est. Sur le bench, je peux pas. Je meurs. Déjà, j'y arrive pas, même juste. Enfin, j'ai un système nerveux assez fragile. Donc, le mot de la fin. Ne faites pas du solo. C'est pas bien. Par contre, les risques, on les prend. En fait, on prend des risques quoi qu'il arrive. Donc, maîtrisez les risques que vous prenez. Genre soyez-en conscients un maximum. Essayez pas de devenir anxieux comme moi, par contre je recommande pas. Des risques qu'on contrôle pas. Donc voilà, je pense qu'on est nombreux aussi dans le même cas à avoir du mal à accepter qu'on prend des risques malgré nous et qu'on ne peut pas les contrôler. Et être capable de prendre de la distance par rapport à ça et de rester serein malgré le fait qu'on passe notre temps à être soumis à des risques qu'on ne contrôle pas. Je sais que je suis pas tout seul à avoir beaucoup d'anxiété par rapport à ça, donc voilà, on est ensemble. N'acceptez pas de travailler gratuitement. Parce que parce que déjà vous méritez d'être payé. Clairement. Et parce qu'ensuite vous faites baisser tout le marché. Et je dis ça, c'est pas pour moi, hein. C'est pas moi, le mec qui fait du solo urbain, qui va profiter du milieu de l'escalade financièrement. Donc je le dis même pas pour moi. Hein. C'est-à-dire que pour la discipline. Ah ouais, moi je dis ça, je précise. Ah oui, parce que c'est vrai que je dis ça comme si c'était. C'est pas pour moi. Hein. Moi je suis pas affecté par le truc. Hein. Je travaille pas dans le milieu de l'escalade d'un point de vue financier. Moi c'est avec les cascades et tout. Donc je dis ça vraiment parce que le milieu de l'escalade, pour qu'il se développe et pour que les athlètes soient payés décemment, faut arrêter de faire des trucs gratuits. Voilà, faut arrêter de faire des trucs gratuits. Parce que même si c'est pas de notre faute, parce que c'est les marques qui en profitent. Le levier d'action, exactement, on est acteur du truc. Et sinon, voilà, je souhaite à tous les auditeurs
du super podcast de Léo Passec, Une très bonne journée. Je recommande évidemment cette personne-là en tant que coach. Cette personne ne m'a jamais coaché. Léo ne m'a jamais coaché. Il n'y a pas de placement de produit, mais voilà, on va peut-être faire une séance après, ça peut être très cool. Mais j'ai grimpé hier, là je vais pas grimper beaucoup là, mais par contre on a pas mal échangé. Léo c'est un puits de savoir, donc je recommande tous ses contenus et ses coachings. Voilà. Mais ouais aussi, tu vois, faut prendre du recul dans le sens où je sais que tu vois, il y a beaucoup à apprendre des autres, tu vois, via ces podcasts, via aussi les expériences d'athlètes que je peux coacher. Des retours que certains me font sur des coachings, sur des trucs. Voyager aussi, tu vois, quand je voyage un peu, je parle à beaucoup de grimpeurs, mine de rien. Voir ce qui se fait un peu dans les autres pays, tout ça, c'est hyper intéressant. C'est ça, toi, tu as cette curiosité la grimpe, de toujours apprendre un peu plus. sans fin, ouais, c'est ça. Et toi, tu sais, tu dis la grimpe, et c'est surtout toi. Hein. Oui, aussi, c'est ta personnalité. Dans la grimpe, tu as vraiment ce truc où si tu arrêtes de te renseigner, tu peux très vite rester dans ta zone de confort. Ouais. Genre par exemple, rester dans ta salle, rester dans ton environnement et dire ok, machin. Ouais. Alors qu'en fait, il y a tellement à faire. Et en fait, on n'est pas challengé forcément par l'extérieur. Genre un mec qui fait un sport de combat, il va toujours devoir changer, voyager pour faire ses combats et rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures. Ouais. Nous, on est un peu des ermites, nous, les grimpeurs. C'est ça, tu peux avoir genre ton pan dans ton garage et jamais sortir de ton garage. Mais en même temps, tu peux aussi progresser super bien comme ça. Donc bon, tu vois, mais le truc, c'est que, en fait, je pense que la grimpe, c'est aussi un sport. Mine de rien, c'est un sport collectif. Parce que même si c'est très individuel en termes de performance, parce que forcément c'est que toi qui grimpes, si t'es bien entouré, si t'es avec les bonnes personnes, t'as une sorte d'émulation, t'as un truc. Pour moi la grimpe c'est limite un sport collectif, surtout quand tu fais de l'exté ou de la compète ou quoi, tu vois. C'est clairement. C'est un très beau mot de la fin. Écoute Alexis, merci pour merci de m'avoir invité. Et c'était hyper enrichissant et j'espère que les auditeurs vous avez trouvé de la valeur. N'hésitez pas du coup à laisser une petite review de 5 étoiles sur les plateformes, un petit pouce bleu, commentaire, tout ça si vous êtes sur YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine interview. Et à très bientôt pour la prochaine interview. Ciao ciao. Ok. Bon, j'espère que vos caméras c'est bon. Parfait.